Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Jean-Pierre Blanc est devenu salarié des cafés Malongo en 1975. Il en est le directeur général depuis 1980. Un parcours atypique pour un homme qui ne l'est pas moins. Jean-Pierre Blanc est en effet un patron pour qui le partage de la valeur est un argument de réussite humaine, sociale et économique. Premier torréfacteur français à travailler avec les pays producteurs où Jean-Pierre Blanc a fait des rencontres fondatrices, Malongo s'est très tôt engagé dans le commerce équitable avec l'ONG Max Havelaar France, l'agriculture biologique et le développement durable. Trois principes qui apportent une dimension éthique dans chacun de ses projets. Aujourd'hui, grâce à Malongo, qui est partenaire d'un programme de lutte contre la drogue porté par l'ONU, au Laos et en Birmanie, on plante du café là où poussaient des pavots, et en Bolivie, l'arabica gagne du terrain sur les plants de coca. Dans cet entretien, Jean-Pierre Blanc raconte 40 années d'évolution majeure de Malongo, une PME familiale de 300 salariés, implantée dans les environs de Nice depuis 1934. Je suis Jean-Pierre Blanc, je suis directeur général des cafés Malongo. Je suis rentré dans l'entreprise en 1975 et j'ai été nommé directeur général en 1980. Et depuis, j'ai essayé de porter l'entreprise à travers à la fois une histoire, à la fois une géographie, puisqu'on travaille avec les pays producteurs, et puis essayer de bâtir quelque chose de pérenne en essayant de partager un petit peu la valeur, puisque notre produit est issu de petits producteurs de café. Et donc, il faut à la fois la qualité, il faut à la fois la sécurité, et c'est un sujet extrêmement sensible et complexe. Une relation au café tout à fait par hasard. Comme d'habitude, il faut saisir les opportunités quand elles arrivent. Donc moi, j'ai une formation, j'ai une maîtrise de sciences économiques que j'ai fait à la faculté de droit et de sciences éco de Nice, plus un diplôme complémentaire d'expertise comptable. Et j'ai répondu à une petite annonce pour m'occuper d'une activité que j'ai fermée entre-temps, en 1982. Et voilà, et puis les choses se sont enchaînées les unes après les autres, au gré d'opportunités et puis aussi de volonté d'arriver à faire quelque chose. J'étais un consommateur de Malongo, parce que Malongo, c'est 1934, c'est le Pastouille de Tante Victorine, c'est toute cette belle histoire de cette entreprise qui est née rue Les Pentes à Nice, et puis qui s'est développée petit à petit grâce au Pastouille de Tante Victorine dans le petit sud-est, et ensuite qui s'est développée au-delà. Et donc j'ai saisi cette trajectoire en fait par hasard et avec la volonté d'en faire quelque chose. L'histoire effectivement évolue, puisque l'activité était au départ principalement ancrée dans la petite torréfaction et la distribution en local, dans les épiceries dans le département. Et puis petit à petit, à partir des années 70, ça s'est étoffé avec la partie hôtellerie-restauration. Et puis la société, bien sûr, a évolué. Et ce qui se faisait à l'époque, principalement avec des négociants, a un petit peu basculé en 1992 exactement, où là, ça a été le marqueur un peu de l'entreprise. J'ai rencontré le cofondateur du label Max Havelaar, qui est le label du commerce équitable, et qui est le cofondateur de ce label. Il est installé au Mexique, dans l'isthme de Tehuantepec. Et c'est là où il a conceptualisé, à l'époque, ça foisonnait un petit peu les idées de partage, etc., un peu révolutionnaire quelquefois. Et j'étais à la recherche d'un café biologique naturel, parce que déjà j'étais un peu maniaque à l'époque. Et par hasard, je suis tombé au fin fond du Mexique sur cette coopérative et sur ces paysans indiens d'origine zapotèque, mires, chantales, juste à côté du Chiapas. Et
là, il s'est créé quelque chose, un déclic, une relation. Et j'ai commencé à travailler avec cette coopérative, à importer du café en direct de cette coopérative. Et petit à petit, ce label qui n'était pas connu, puisqu'il s'est introduit vraiment à partir de la Hollande, puisque Max Havelaar, c'est le héros d'un roman hollandais. Et ça s'est installé petit à petit au gré des associations, des ONG nationales qui ont pris le relais pour organiser le système. Et donc, tout naturellement, j'ai labellisé les produits commerce équitable Fairtrade Max Havelaar à partir des années 97. Donc, j'ai travaillé 5 ans en approche et ensuite, vraiment, j'ai mis vraiment le gros booster sur le commerce équitable. Ce qui m'a convaincu, c'est 2 choses. C'est d'une part la passion de ces paysans, parce que vous arriviez dans un territoire où il n'y avait strictement rien. C'est-à-dire le paysan indien était considéré même pas comme un animal dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres. Donc c'était vraiment la misère. C'est même pas penser à demain ou penser à après-demain, c'est comment je vais manger ce soir. Donc c'est-à-dire c'est une notion, et là ça vous frappe, et ce sont des gens qui, quand je suis arrivé, qui n'avaient rien, et avec qui on a partagé un maigre repas quand j'étais là-bas. Donc c'est quelque chose qui vous touche en tant qu'individu. Vous dites, mais c'est pas possible, comment vous pouvez organiser, le produit était bon, comment je peux faire pour appuyer, pour aider. Donc c'est vous mettez le doigt dans une mécanique, et du coup cette mécanique, ça devient la vôtre. Et du coup, non, dire que j'ai pris la notion de prendre un risque en faisant ça, non, parce que j'étais vraiment passionné par cela, et c'est cette passion qui m'a permis aussi de convaincre les autres. Premier à convaincre, c'était nos commerciaux. Et les commerciaux que j'avais, et je leur disais, vous allez vendre un produit qui est très très bon, qui est fait par des petits producteurs, il est un petit peu plus cher, il y a un label, mais il n'est pas connu. Ah oui, ils m'ont dit, ben oui, et comment tu crois que tu vas vendre ça, ça va se vendre tout seul. Et voilà, et donc c'est toujours à contre-courant que vous arrivez à faire les plus belles choses. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez à convaincre les commerciaux. Ensuite, on a convaincu les premières enseignes. J'ai 2 patrons d'enseignes qui étaient absolument extraordinaires. C'était le premier que j'ai convaincu, c'était Philippe Houzet, le patron des Galeries Lafayette, qui était à l'époque directeur général des Monoprix, et qui s'est engagé le premier dans cet référencement de produits issus du commerce équitable, issus bien sûr de l'agriculture bio, parce qu'il avait déjà cette volonté de la santé par rapport à un certain nombre de produits. Et la deuxième enseigne qui nous a appuyé, qui nous a aidé, c'est Carrefour. À l'époque, avec le président, c'était Daniel Bernard, et avec la directrice du développement durable, qui a référencé les produits. Donc du coup, ce qui était confidentiel est devenu quelque chose de visible, très critiqué bien sûr, par la presse, par un certain nombre de personnes qui étaient vraiment au cœur du système traditionnel associatif, etc. Parce que comment, scandale, on va mettre du café du commerce équitable dans la grande distribution? Oui. Pourquoi? Parce que 90% des consommateurs vont acheter les produits en grande distribution. Donc, c'est quelque part, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir développer, si vous voulez aider, non pas une coopérative, mais 10 coopératives et après 100 coopératives, vous êtes bien obligé de passer par des gens qui vont vous mettre en avant et qui s'engagent avec vous dans ce développement. Et ensuite, bien sûr, ça a été la mayonnaise qui a pris, et puis ça a été cette boîte mythique que j'ai créée, qui est une boîte collector aujourd'hui, qui est cette boîte blanche avec la photo des petits producteurs, et ça s'appelle le café des petits producteurs. On n'avait pas de marketing à l'époque, 0 marketing. Et à l'époque, les paquets de café, ils étaient ou marron ou noir. Et ça m'a énervé. J'ai dit, je vais prendre l'inverse. Je prends une boîte blanche, je colle une photo que j'avais prise dans une coopérative, et puis vogue la galère, la boîte est toujours là.
toutes les agences vous disent mais il faut changer, c'est plus moderne, etc. On ne touche pas à ce qui est mythique, on le garde. Et depuis, c'est gardé, c'est devenu une boîte mythique. Donc cette boîte-là, avec le café des petits producteurs, est devenue le reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'entreprise. Et donc tout ça, ça fait une genre de mayonnaise qui monte, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes non seulement le leader du commerce équitable, de l'agriculture bio, mais aussi le plus engagé, puisque avec notre système, qui est un système labellisé Max Havelaar, qui est vraiment une contrainte pour nous, puisque c'est un système qui oblige bien sûr à avoir des contrôles en local, des contrôles chez nous, avec un prix minimum garanti, même si les cours mondiaux chutent en dessous des prix minimums, une prime de développement, une prime d'agriculture bio. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque année, nous redistribuons à peu près, avec les primes, 3 500 000 $, globalement dans les coopératives avec lesquelles on travaille, et c'est beaucoup d'argent. Et c'est ce qui fait aussi la différence, c'est d'une part sortir l'individuel par le collectif. Le collectif, c'est une coopérative démocratique, autonome, qui permet d'avoir des programmes collectifs, sociaux. Ça peut être des écoles, ça peut être des centres de soins, ça peut être des centres de santé, plein de choses. Ça peut être des routes pour avoir accès au village. Ça peut être plein de choses qui travaillent collectivement. Et c'est quand on bascule de l'individuel au collectif qu'on permet d'avoir d'une vision beaucoup plus longue de son futur. C'est qu'aujourd'hui, ils ne pensent pas à manger ce soir. Ils pensent en fin d'année, quand ils ont reçu les primes, qu'est-ce qu'ils vont faire l'année d'après avec les primes qu'ils ont touchées. C'est-à-dire, vous voyez, on est passé d'une journée à 2 ans, 3 ans. Hein, et tout ça dans un respect de la qualité et dans une façon de faire qui est non pas la richesse, parce que quand on a 1,5 hectare de café ou 2 hectares de café, on ne devient jamais riche. Par contre, c'est ce que Francesco appelle la pauvreté digne. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté digne ? C'est d'une part assurer un toit, la nourriture et l'éducation des enfants. Et que demandent aujourd'hui les paysans issus dans ces zones intertropicales très reculées ? C'est évidemment ces 3 choses qui sont la base de la vie en société. Tout le monde a très mal réagi au départ, évidemment, puisque c'est toi tu fais du commerce équitable et nous alors on est des grosses merdes. Voilà. Donc c'est clair que le discours était assez violent, que ce soit d'ailleurs par les très très gros ou que ce soit par les tout petits. C'est-à-dire que quelque part, on était un peu le poil à gratter sur une mode d'organisation économique, sociale, environnementale, qui était complètement différente. Et donc, on était le poil à gratter. Et ce poil à gratter, bien sûr, ça n'a pas manqué. Les grosses entreprises ont créé des labels qui sont des labels moins-disants, c'est-à-dire avec très peu de contraintes, qui ne payent pas beaucoup plus cher les producteurs et qui permet d'avoir un beau document bien écrit, avec un beau logo sur un paquet qui fait croire aux consommateurs que finalement tout le monde est responsable, ce qui n'est pas le cas. Donc je n'irai pas plus loin parce que ça serait désagréable vis-à-vis de mes concurrents, mais je pense que ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a 2 mondes dans lequel on vit, peut-être 3 mondes, mais disons au moins 2 mondes. Il y a le monde des grandes entreprises qui font leur boulot parce qu'elles font de la masse, de la grosse masse. Et vous avez des entreprises intermédiaires qui peuvent faire de la valeur, de l'organisation. Mais les deux ne doivent pas être confondus. C'est-à-dire, si demain on devient une très très grosse entreprise, on aura les mêmes problématiques. Donc il faut rester à sa taille, croître raisonnablement, pour organiser au mieux à la fois le circuit d'achat. Et nous, le circuit est compliqué puisqu'on part de la cerise de café, c'est-à-dire il faut cueillir cette cerise, il faut la dépulper, la fermenter, la laver, la sécher, la trier, la mettre en sac. Donc c'est toute une organisation économique que l'on met aujourd'hui en avant dans les pays producteurs,
sur les 3 continents, l'Amérique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Asie, où on suit des coopératives à long terme. La plus ancienne que l'on suit est au Laos du Sud, sur le plateau des Boloven, où là on a monté un programme d'à peu près, qui fait vivre à peu près 1000 familles en direct, et qui est le plus bel exemple à la fois d'autonomie et de rentabilité par rapport à la coopérative avec cette organisation. Et ensuite, on a aussi quelques nouveaux programmes qui datent de 4-5 ans, avec un partenariat public-privé, parce que ça aussi, ça nous inquiétait beaucoup, que nous faisons avec l'ONU, l'UNODC, donc la partie de l'ONU qui s'occupe de la lutte contre la drogue et la criminalité, où nous sommes partenaires. Premier partenariat en Birmanie, donc sur le territoire Shan, où là à peu près 600 hectares ont été plantés et où on importe ce café. On a obtenu les premières certifications commerce équitable, on va obtenir les certifications bio. Donc on est sur une transformation d'un modèle économique, d'un modèle environnemental, parce qu'on lutte contre la déforestation, on replante des arbres de couverture, on enlève les pieds de pavot, on les remplace par des pieds de café. Et on a la même chose au Laos du Nord, donc on a un programme avec l'ONU. Et on a un autre programme en Bolivie, qu'on a démarré juste avant le Covid, donc qui a mis un peu de temps pour démarrer, là où on est en plein dedans, près de la petit village de La Sunta. Et qui est là, remplacement des pieds de coca illégal par des pieds de café. C'est comment modifier le modèle économique, parce que les gens qui plantent de la drogue, c'est pas pour le plaisir de planter de la drogue, c'est parce qu'ils n'ont même pas de quoi manger, et donc ça leur maintient un niveau minimum. Et nous arrivons avec un système qui est d'une part l'appui de la communauté internationale, extrêmement important, et d'autre part notre appui technique, puisqu'on organise pour tout le process économique la partie théorique démocratie dans la coopérative et replantation des arbres, parce que l'écosystème est menacé dans beaucoup d'endroits. Et là où on plante de la drogue, on fait de la culture sur brûlis, on met des engrais et des pesticides, et là c'est vraiment destructeur. Donc on est vraiment sur un programme, souvent on n'en parle pas suffisamment, mais on fait les choses avec nos collaborateurs. On a l'habitude de dire, bon, on fait d'abord les choses, après on en parlera après, plutôt que l'inverse, quoi. L'engagement, il a été apprécié par les salariés parce qu'ils s'identifient tout de suite aux actions que l'on mène. Et il faut dire que ça, c'est un point extrêmement positif. On a créé une charte interne, justement, essayer d'identifier par écrit les éléments que l'on pouvait améliorer. Et puis, on essaie de porter la même chose, d'autres projets complémentaires, comme le dernier qui est la réindustrialisation de machines à café que l'on faisait fabriquer en Chine, en France, à La Roche-sur-Yon exactement, où on a la même chose que quand on a créé le label de commerce équitable. Un jour, j'en ai eu marre, et on a dit pourquoi on n'est pas capable de produire à des coûts similaires en France. Et donc, on s'est attelé à la tâche, on a travaillé pendant 4 ans en R&D, et on a mis en place un programme où aujourd'hui, on a 35 personnes qui produisent tous les jours 350 machines, 365 jours sur 365, pour permettre justement de réhabiliter, donc Origine France Garantie, bien sûr, et faire travailler du local, diminuer l'impact, bien sûr, carbone, et faire travailler, bien sûr, en local, c'est-à-dire dans un périmètre de 80 km. C'est-à-dire comment vous basculez d'un modèle qui est un modèle qui date des années 90, le précédent modèle. C'était le modèle de la globalisation, la simplification des marchés, etc. On s'est rendu compte que c'était une aberration. Les vieilles théories économiques de Hayek, etc. Donc aujourd'hui, c'est un basculement sur, non pas un renfermement sur soi-même, mais sur une mondialisation différenciée en tenant compte des acteurs et en essayant de retrouver à l'intérieur de chaque
pays, de chaque continent, l'essentiel pour améliorer la question de transport, la question d'environnement, la question de forêt, la question de mieux-être. Peut-être pas en devenant les plus riches de la planète, mais en essayant de vivre correctement, parce que la vie, c'est pas uniquement quelque chose de mécanique. La vie, c'est aussi une relation que l'on peut entretenir avec l'autre. Et moi, j'ai beaucoup de relations, puisque je pars toujours 3-4 fois par an en pays producteur, parce que j'aime bien me rendre compte de ce que nous faisons et toucher ce que l'on fait, et voir la terre et les fruits que l'on va vendre. Et c'est surtout la richesse, elle est dans l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous apporte d'aller passer quelques jours dans les champs de café, aller dormir sur place, voir les hommes qui travaillent. Et ça vous apporte beaucoup de réflexion en interne, parce que ça vous fait sortir de votre cadre traditionnel. Ça s'est construit un peu... on dirait basta che sigue, comme on dit ici, hein. C'est-à-dire un peu n'importe comment, c'est-à-dire c'est une rencontre qui vous fait un choc, qui vous permet d'avancer dans une direction, et puis plus vous avancez, vous apercevez que vous avez raison, donc plus vous essayez de vous développer, et en fait c'est une itération qui se fait progressivement, donc on ne peut pas dire qu'il y avait un plan d'ensemble. Ce plan d'ensemble, il s'est construit uniquement parce que j'ai rencontré des gens et j'ai des collaborateurs qui ont cru et des clients qui ont cru. Et sinon, ça n'aurait pas pu se faire. Donc c'est toujours, dans la vie, il faut toujours saisir les opportunités, il faut toujours aller voir ailleurs et il faut se rendre compte que c'est possible de faire autrement, même si c'est difficile. Vous avez tout à fait raison, c'est très fragile aujourd'hui et de plus en plus on le voit dans l'évolution de l'économie. Donc, et bien sûr, nous sommes une entreprise, nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas une association, donc nous devons faire du profit. Donc ce profit, nous le faisons chaque année et nous en réinvestissons une partie dans l'entreprise pour le développement. Je crois que ce qui fait avancer, ce qui fait la différence, c'est peut-être la passion, c'est-à-dire quand vous avez de la passion de quelque chose, vous pouvez sublimer un peu ce que vous faites, mais en tenant compte de tous les paramètres, c'est-à-dire rentabilité, partage de la valeur, qualité, tous ces ingrédients sur lesquels peut-être on a une perception moindre aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est un peu dans l'individualisme. On revient vers l'individualisme, le reflet de soi-même plutôt que le reflet de l'autre. Et je crois que ce qui est ennuyeux peut-être dans les années futures, c'est est-ce que cette évolution assez égoïste de la société va perdurer, ou est-ce que justement on est passé tellement loin avec les réseaux sociaux que l'on va revenir aux vraies valeurs. Et ça, nous le construirons au fur et à mesure. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé des produits très fortement identifiés. Les produits Présidence de la République avec des boîtes de café Présidence et une machine à café Présidence de la République qui a beaucoup de succès d'ailleurs, cette machine. Et c'est un partenariat avec les équipes de l'Élysée. Vous savez qu'il y a beaucoup de PME qui ont ces partenariats et une partie des recettes vont à la rénovation d'une partie donc, du patrimoine de l'Élysée. Donc c'est un partage et on a fait exactement la même chose avec un produit Côte d'Azur. Voilà, donc on a un café Côte d'Azur qui a été créé et qui reflète un peu cette image de la Côte d'Azur avec, vous savez, la mer, les petits villages, les bigaradiers. Et j'ai voulu que dans cette boîte-là, il y ait quelques notes un peu jasminées de café qui rappellent un petit peu nos fondamentaux, puisqu'on a été créé à Nice en 1934 et sur les bords de la Méditerranée. Et quand on demande où est votre entreprise, je dis Café Malongo, Côte d'Azur, France, c'est notre point de chute.
La question, elle est simple. C'est vrai qu'on aurait pu, et on nous a fait des propositions dans toute la France et même à l'étranger pour installer l'unité de production. La difficulté qu'il y a, ce n'est pas une difficulté technique, c'est que pour moi, ici, on fait vivre un certain nombre de personnes, des salariés, qui ont d'une part un savoir-faire, et d'autre part, voulaient fermer pour aller ailleurs et laisser tout le monde sur le carreau. Donc ce n'était pas la philosophie de l'entreprise. Donc quel que soit le pont qui avait été fait, je n'allais pas dire le pont d'or, mais quel que soit le pont qui a été fait pour nous amener ailleurs, eh bien, on a décidé de rester contre vents et marées, parce que c'est vrai que quelquefois, ce qu'on appelle un peu la petite industrie, on est plutôt dans un univers qui n'est pas celui-là. Donc on est regardé un peu avec méfiance, alors qu'on apporte de la qualité, de la technologie. On a un centre de recherche sur place ici, on fait de la torréfaction traditionnelle et on apporte un savoir-faire qui est ici et qui est vraiment le savoir-faire de la Côte d'Azur, ce qu'on a voulu relater avec notre boîte Côte d'Azur France. L'histoire sera écrite par d'autres personnes. Donc on a déjà travaillé là-dessus, puisque nous avons depuis plus d'1 an une directrice générale donc, qui a pris en charge une grande partie de l'activité. Et donc elle s'inscrit un peu dans cette démarche. Nous avons mis du temps aussi pour trouver la personne que nous pensions être la plus adaptée. Parce que l'histoire, elle ne s'écrit pas comme on le fait maintenant dans des entreprises avec des embauches qui durent 2 ans, qui durent 3 ans. Nous pensons que ça doit s'inscrire dans une durée et que les personnalités, la direction, ou soit même les salariés, doivent partager à un moment donné les valeurs et s'approprier eux-mêmes et elles-mêmes les valeurs de l'entreprise et poursuivre ce développement qui était peut-être qu'on peut imaginer unique, mais surtout qui est basé sur le rapport à l'autre et la qualité du produit, et surtout apporter du service aux consommateurs. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Ah oui, c'était même étonnant. Tout d'un coup, quand on me dit tu prends la relève de l'ensemble, c'est un choc. Est-ce que tu vas être capable de le faire ou pas? Et puis quand on a la passion et qu'on a de l'envie, eh ben, on le fait au fur et à mesure. On apprend. On a sûrement quelque chose en soi qui fait qu'on comprend un peu de façon plus large à la fois le monde et la façon dont les équipes sont perçues. Mais je pense que ça se construit de toute façon et on s'améliore, j'espère, avec le temps. Qu'est-ce qu'un bon patron? J'avoue, là, c'est une colle parce que je n'ai pas réfléchi à cette question et je ne sais pas, c'est quelqu'un peut-être qui est vrai, qui a une vision, qui partage une passion, qui est à la fois attentif à la rentabilité et au partage, et voilà, et qui draine et traîne et entraîne tout le monde dans un sens bien défini, qui est celui de la valeur ajoutée, mais non pas au sens comptable du terme, mais la valeur ajoutée humaine pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.